Eh bien, bonsoir pour cette saison 3, épisode 2 des événements du Hub. Ce soir, nous accueillons Claire qui va nous parler de la puissance du subconscient. C'est intéressant, n'est-ce pas? Donc, je propose de lancer la soirée. Je rappelle pourquoi ces séances existent et tout ce qu'on fait au Hub, c'est pour cette raison-là, pour sensibiliser les gens qui ont du pouvoir à adresser les sujets d'aujourd'hui. Voilà. J'ai créé mon petit avatar, là. J'espère que vous l'aimez bien. J'ai pas mis le t-shirt en adéquation, je suis désolé, une erreur de fashion aujourd'hui. Mon why, toujours le même, ça n'a pas changé. Ce territoire mérite qu'on se batte. Ensemble, on est plus fort. Bienveillance, actionnable, transmettre, etc. Mes valeurs qui ont toujours été ici. 2 heures de réflexion maximum, c'est la phase où on est. 2 heures de boisson minimum, c'est la phase où on sera. Voilà, feedback driven, digital, physique, VOD. On parle de conférences, des ateliers. Voilà, merci à Ludo, par exemple, pour avoir fait l'atelier juste avant sur le questionnement puissant, qui a été enregistré aussi. Et du coup, qu'est-ce qui se passe de nouveau? Ta-ta! La chaîne YouTube. Donc, abonnez-vous. Prenez le QR code, c'est important. Bravo, tous ceux qui ne l'ont pas déjà fait, vous pouvez le faire. Vous retrouverez donc la saison 3, épisode 1, qui était 2 sujets ateliers Odoo, le sujet donc un outil. Et la soirée, c'était autour de l'IA dans l'industrie. Les 2 ont été capturés, voilà. On règle un petit problème de commentaires. Apparemment, on ne pouvait pas commenter les vidéos, mais ça va être fait très très vite. Donc, chaîne YouTube, cette soirée sera là-bas aussi. Je remercie évidemment mes 2 sponsors de cette année, la Banque de Savoir en force ce soir. MG, je n'ai pas vu de personne d'MG aujourd'hui. C'est pas grave, ils regarderont tout ça en remote, parce que ça existe maintenant aussi. Mais ils ne pourront pas boire en remote le vin blanc de ce soir, tant pis pour eux. Je passe la parole à Claire qui va nous animer toute cette soirée. La place est à toi. Merci, je vais me remettre de mes émotions. Donc oui, ce soir, on va parler de la puissance du subconscient et de comment, surtout, éviter l'autosabotage et reprendre le contrôle de votre cerveau. C'est très mystérieux, j'imagine, à ce stade, mais vous allez voir qu'on va répondre à cette question tout au long de cette conférence. C'est une zone interactive, donc je vais vous inviter à scanner le QR code parce que vous allez pouvoir répondre à la question que je vais vous poser et nous allons avoir la magie des résultats qui vont s'afficher à l'écran. Donc, qui a déjà pris une résolution? On est bientôt en janvier, généralement, il y a les bonnes résolutions. Je vais arrêter de faire ceci, je vais faire plus de sport, je vais peut-être, je ne sais pas, quelles sont les résolutions que vous avez pu prendre? Alors, c'est plus en termes de... c'est pas des grandes résolutions de projet, c'est plus une action que vous avez voulu arrêter de faire ou au contraire une action que vous avez voulu faire. Donc qui s'est déjà à un moment donné dans sa vie s'est dit ok, ça je vais arrêter ou ça je vais le faire. Donc globalement, voilà, on est un certain nombre à s'être posé quelques objectifs en termes d'action ou d'inaction. Et la question suivante, auquel je vous invite à répondre, c'est qui a abandonné la résolution, c'est-à-dire qui a essayé de changer finalement, donc soit en prenant une action positive, soit en arrêtant de faire quelque chose et qui n'a pas réussi. Alors, il n'y a pas de jugement de valeur évidemment sur les réponses, c'est pour mettre en lumière justement que parfois, avec toute la bonne volonté du monde et les meilleurs plans d'action du monde, malgré tout, il y a comme une force un peu plus... grande que nous, qui fait qu'on n'y arrive pas. Donc, on va comprendre tout au long de cette conférence l'impact de notre subconscient, et donc on va le définir évidemment, dans nos vies. Et on parle d'auto-sabotage tout simplement dans toutes ces situations où finalement il y a une autre partie de nous qu'on ne voit pas et qui va freiner des 4 fers et qui va nous empêcher justement d'agir de la manière avec laquelle on a envie d'agir. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça de l'auto-sabotage.
c'est parce que on se sabote nous-mêmes d'une certaine façon. À travers cette conférence, je vais vous donner des clés simples et concrètes pour commencer à mettre votre subconscient à votre service. Donc là, vous allez voir, je vais vous montrer dans la conférence un panel de solutions. Il y en a certaines que vous pourrez commencer, vous, à mettre en œuvre, et puis il y en a d'autres où ça nécessitera un accompagnement plus profond parce que seul, on est un peu coincé dans notre propre système. Avant toute chose, je vais vous inviter, pour celles qui le peuvent et qui le souhaitent, à vous lever. On va faire un petit test. Et pour les autres, vous pourrez utiliser vos anneaux. On a déjà fait notre petit test, nous, tout à l'heure. Donc allez-y, mettez-vous debout. Rassurez-vous, je ne vais pas vous faire du sport. Pour que le test fonctionne bien, en général, il y a 2 conditions. Donc si les 2 conditions ne sont pas réunies, ce n'est pas grave, on teste quand même. Il faut être bien hydraté. Et il faut avoir un niveau de stress pas énorme, sinon ça perturbe les signaux. Donc je vais vous inviter à avoir le menton bien droit, le regard vers le sol, donc sans baisser le menton. Et là, vous allez dire à voix haute votre prénom. Donc je m'appelle Claire et vous allez laisser votre corps aller dans la direction dans laquelle il veut aller. Donc vous n'allez pas dire je m'appelle Claire, évidemment, vous allez dire votre prénom. Hein. Donc allez-y, concentrez-vous, menton bien droit, regard vers le sol. Dites à voix haute, je m'appelle votre prénom et laissez votre corps aller dans une direction. Alors, si vous ne bougez pas, c'est que vous êtes trop stressé, normalement. Vous devriez avancer ou reculer. Vous devriez soit avoir un mouvement subtil vers l'avant, soit un mouvement subtil vers l'arrière. Ouais, donc tu as eu un mouvement subtil vers l'avant. Vers l'avant, voilà. Donc en général, quand on dit quelque chose qui est vrai, et qu'évidemment on n'est pas stressé, qu'on a bien bu, on va avoir le corps qui part vers l'avant. Pour les anneaux, est-ce que tu as eu une sensation qu'il restait solide, qu'il glissait? Comment ça s'est passé? Il restait solide, exactement. Quand c'est quelque chose qui est vrai, en général, ça reste solide. Pour les prénoms, ça peut glisser quand on déteste son prénom ou quand il y a une histoire particulière en lien avec le prénom. Dans ces cas-là, on sait qu'il y a un bug, qu'il y a quelque chose à aller gratter. Donc je ne vais pas vous faire tout le test, je vais vous laisser vous rasseoir et vous expliquer que, en fait, on peut communiquer avec notre subconscient, même si on ne le voit pas, grâce à ce qu'on appelle le test musculaire. Et donc, notre subconscient, une partie de nous qu'on ne voit pas, a des réponses et sait quand c'est vrai ou quand c'est pas vrai par rapport à des questions qu'on lui pose. Et via le mouvement du corps, via la réaction du corps, on peut savoir quand il nous dit oui ou quand il nous dit non. Ça, c'est le préalable de pas mal de pratiques qui vont travailler au niveau du subconscient parce qu'on a besoin de pouvoir faire remonter les réponses que le niveau conscient n'est pas en capacité de nous faire remonter. On va voir ça dans le détail, mais c'était pour l'expérimentation, pour que vous puissiez déjà vous connecter à votre corps et puis sentir un petit peu qu'il y a quelque chose de plus profond. On y vient. Qu'est-ce que le subconscient? Hop là. Le subconscient, c'est, par rapport, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça contrôle 95% de toutes nos réactions, de tout notre fonctionnement. Bien sûr que dans les 95%, il y a aussi tout ce qui concerne le fonctionnement physiologique de notre corps et heureusement que consciemment, on ne pense pas à est-ce que mes veines sont bien, entre guillemets, hydratées de sang, est-ce que tout fonctionne correctement dans mon organisme. Mais ça signifie aussi qu'il y a toute une partie de nos réactions automatiques qui sont aussi gérées au niveau du subconscient et qu'on ne maîtrise pas. Et en fait, on a l'impression que parce qu'on réfléchit, on maîtrise la plupart de nos circonstances de vie, de notre action, etc. Mais en réalité, cette partie consciente, elle ne fait partie du tout qu'à hauteur de 5%. Et donc, et ça, on revient à l'atelier précédent, en fait, on ne voit pas le monde tel qu'il est, mais on voit le monde au travers de nos perceptions, au travers des mécanismes automatiques qu'on a pu construire. Et donc, chacun va avoir un regard sur la neutralité du monde qui va être différent. On appelle ça la perception. Et donc, elle est construite, pas par hasard, mais elle est construite par souvent ce qu'on a pu vivre quand on était enfant. Tous nos mécanismes de survie, en fait, ils ont été construits à ce moment-là. Des expériences qu'on a pu vivre, de la société dans laquelle on vit, des injonctions sociétales, de ce qu'on regarde à la télé. En fait, tout ça, ça va formater un petit peu notre système interne et ça va se stocker. Et donc, un peu comme un ordinateur, il va nous reproposer les programmes de manière automatique. C'est pour ça que 2 personnes face à une même situation vont percevoir l'événement de 2 manières complètement différentes. L'événement lui-même, il est neutre.
c'est une chaise par exemple, les personnes vont voir la chaise de 2 façons différentes. Et souvent de manière automatique. On ne réfléchit pas forcément de prime abord à comment est-ce que j'ai envie de voir la chaise. La perception, elle nous arrive de manière automatique. Donc c'est un petit peu comme si à l'intérieur de nous, le conscient c'était le pilote, mais le subconscient c'est le pilote automatique. Et le pilote, du coup, il n'est pas tout le temps aux commandes. Et le pire, c'est qu'on s'en aperçoit pas forcément. Sauf quand on a l'impression de s'être laissé emporter malgré nous, ou d'avoir eu des réactions un petit peu, on en discutait tout à l'heure, un petit peu excessives, où on n'était plus maître de nous-mêmes, parce qu'en fait, il y avait une puissance plus souterraine qui était aux commandes. Le subconscient, il est hyper pratique parce que tout est automatisé, donc on n'a pas besoin de réfléchir à tout ce qu'on fait. Par contre, il n'est pas logique, il est loyal. Il reproduit ce qu'il a appris bêtement, simplement, en mode efficacité. Et donc, même si parfois ça va à l'encontre de ce qu'on voudrait vivre, ça va à l'encontre de la manière dont on aimerait réagir, et pour autant, il va nous lancer le programme de manière automatique. Et c'est pour ça que dans ces cas-là, toutes les stratégies classiques de volonté ou d'affirmation, on peut, ok, maintenant j'ai envie de penser ça, si mon système en dessous, sous-marin, il a ancré une autre manière de percevoir le monde, une autre pensée, eh bien, ma seule volonté ne suffira pas à aller chanter mon système d'une certaine façon. Parce que le niveau conscient n'a pas accès directement au niveau du subconscient. Donc on va voir, il y a des petites passerelles, mais globalement, c'est pas parce qu'on a envie de changer que forcément on va changer. J'aime bien un petit peu cette image qui résume aussi pas mal la notion de conscient-subconscient. Le cavalier, c'est le conscient. Si le conscient veut aller à droite, mais que le subconscient, l'éléphant, veut aller à gauche, on sait qui c'est qui va gagner. Les pensées qui, justement, nous sabotent, souvent, quand je dis nous sabotent, c'est qu'ils sont contre-productives par rapport à ce qu'on aimerait vivre dans notre vie. Là, j'en ai mis certaines qui sont une grosse partie des pensées que je travaille quasiment systématiquement dans mes accompagnements, parce que ce sont des pensées que j'appelle un peu racines, qui ont pris racine justement dans notre enfance et qui viennent vraiment nous mettre des bâtons dans les roues et être contre-productifs quand on est adulte et qu'on peut assurer sa survie en toute autonomie. Le mot survie, je vous en reparlerai un petit peu plus tard pour que vous compreniez le lien qui se fait entre les deux. Mais globalement, ce sont des pensées de l'ordre de « je dois être irréprochable et tout savoir ». Donc on a pu intégrer ça à un moment donné de notre vie, qui fait qu'on va automatiquement s'imposer par exemple des standards impossibles. Et tout à l'heure, on parlait du fameux rétro-planning des 90 jours. Quand on a ce système qui tourne en arrière-fond, on va se fixer souvent des objectifs qui sont irréalistes et on ne va pas forcément être dans la réalité, dans le découpage. À la moindre erreur, quand on est en posture de recevoir du feedback, par exemple, on va se figer. Parce qu'on va avoir cette idée que pour être aimé, pour être en sécurité, je dois être irréprochable. Donc là, si on me montre une erreur, panique à bord. Là, mon système, il est en PLS. Et donc, je vais avoir des réactions un peu incontrôlées. Notamment, c'est souvent ce qu'on appelle les réactions liées à la honte toxique dans ces cas-là, c'est-à-dire j'essaye de le dire simplement pour ne pas vous perdre, mais c'est comme si on avait appris quand on était enfant qu'on ne pouvait être aimé que si on était irréprochable. Et donc, toutes les fois où nos erreurs vont être révélées, il va y avoir ce système de honte toxique, parce qu'elle va vraiment nous étouffer, qui va se mettre en place. C'est différent de la honte classique qui est inconfortable. Là, il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus profond. Mais je ne veux pas rentrer trop dans les détails là-dedans. Je pense que vous avez peut-être tous, à un moment donné, vécu ce genre de situation. En tout cas, pour les personnes pour qui le rapport au feedback n'est pas simple, je pense que vous voyez viscéralement dans vos tripes à quoi ça fait référence. Autre pensée, par exemple, si je ne fais rien, je ne vaux rien. Et là, c'est souvent des personnes qui ont tendance à avoir une to-do list à rallonge, à avoir du mal à se reposer parce que c'est le néant quand elles s'octroient une pause. Je dis elles parce que j'accompagne principalement des femmes, mais évidemment, tous ces schémas de pensée peuvent être... il n'y a pas de barrière de genre à ce niveau-là.
Et donc, c'est vraiment le plus je fais, plus j'ai de la valeur, plus je suis aimée, plus je suis en sécurité. Et ce système-là va me conduire à y aller toujours plus, alors même que je sais qu'il faut que je me repose, alors même que je sais que je suis en train de m'épuiser et que là, j'ai vraiment besoin de repos. En fait, ça va être un peu malgré nous, on va continuer à avancer. Autre pensée, j'ai besoin du regard des autres. Je ne peux pas me faire confiance. Ça, c'est vraiment quand on a intégré l'idée que les autres avaient raison et nous, en fait, on avait tort. Et à ce moment-là, ça va développer des comportements qui sont de l'ordre de la dépendance vis-à-vis des autres, de ce que pensent les autres, de ce que ressentent les autres. On va parfois interpréter, en fait, toutes les émotions des autres en se disant « Ok, là, ça signifie quelque chose pour moi et donc j'ai besoin de tout ce que je fais, je ne suis pas sûre, il va falloir que je demande la validation, il va falloir que je me plie en quatre pour que les autres soient satisfaits, etc. » Est-ce que jusque-là, vous voyez un peu le lien entre un programme qu'on peut avoir intégré et un comportement que ça va automatiquement engendrer? Je ne vais pas tous les lister, je vous laisse simplement les lire et voir si ça a fait écho à des situations que vous avez pu vivre à titre personnel ou pourquoi pas, si ça n'est pas le cas, des personnes en fait que vous connaissez, des enfants, pour que vous puissiez un peu le matérialiser. Et dites-moi quand vous êtes à peu près bon et que vous avez à peu près tout lu. Donc là, je vais vous inviter carrément à aller un cran plus loin dans la vulnérabilité. Et alors tout est anonyme, hein, évidemment, vous avez vu, et à voir du coup si effectivement vous vous reconnaissez, donc toujours, pas du tout, un peu, beaucoup, passionnément, dans ce qu'on a pu mettre. Ok, on est good. Bon, on voit quand même que le pas du tout, il est à 0, donc merci pour votre vulnérabilité, c'est important. C'est surtout important pour vous parce que cette conférence, elle est aussi là pour vous permettre un peu de l'introspection et pour que vous repartiez aussi avec une meilleure connaissance de vous. Les programmes et le comportement automatique, vous les avez vus, là on va vraiment découper pour vous expliquer ce qui peut se passer quand on déroule un petit peu tout. Donc, face à une situation, admettons que là, la circonstance, c'est que je suis au travail. Si j'ai la pensée automatique, je dois être parfaite, sinon je ne vaux rien, eh bien, je vais me mettre de la pression. Je vais peut-être ressentir du stress ou une peur d'échouer. Les émotions qu'on ressent varient d'une personne à l'autre en fonction de ce qu'on se dit. Mais c'est pour vous montrer que ce qu'on va se dire va déclencher ensuite des émotions dans notre corps. Et ces émotions, si par exemple je stresse parce que j'ai une présentation à préparer et que je me dis je dois être parfaite sinon je vaux rien, bah, je vais procrastiner clairement. Parce que je vais être figée devant mon écran à me dire ok, par où est-ce que je commence? Il faut qu'il y a ça, mais en même temps si je mets ça, je ne sais pas ce que ça va donner, mais ouais, mais peut-être que j'ai oublié de mettre ça, mais peut-être qu'il faut que j'aille aussi me renseigner là-dessus. Vous voyez l'idée? Pigement, procrastination, et la procrastination elle n'est pas mauvaise, hein. C'est simplement le symptôme d'un mécanisme qui se passe au-dessus. Procrastination est clairement procrastination, donc je rends pas mon projet à temps, ou je me suis tellement éparpillée que du coup c'était pas, j'ai pas été à mon max, on va dire, qui vient confirmer ma pensée initiale. Parce que souvent, vous avez peut-être entendu nos pensées créent notre réalité, c'est exactement ça, c'est-à-dire ce qu'on pense va créer notre réalité. Et donc tous les programmes qu'on a à l'intérieur de nous, ils nous auto-sabotent parce que parfois, ils sont automatiques, on n'a pas de prise dessus. Et pour autant, ça va venir impacter, bon, évidemment, ce qu'on ressent, mais ça, à la limite, c'est pas trop grave, surtout nos actions et ensuite, finalement, ce qu'on crée dans une situation donnée. Et donc, je finis par confirmer ma pensée que je ne suis pas à la hauteur, que je dois être parfaite, sinon je ne vaux rien, puisque je n'ai pas rendu le projet à temps. Est-ce que le séquencement, il est à peu près clair, là, ou est-ce que vous avez des questions? On va le revoir, je vais le redécouper en théorie. Donc l'idée c'est que dans tout ce qu'on fait globalement, pour schématiser, il y a ce déroulé qui se passe à la fois dans notre cerveau mais aussi dans la matière au travers de notre comportement. Et donc vous avez toujours des circonstances, donc ça c'est le monde tel qu'il est, qui est neutre, et sur ce monde-là, notre cerveau amène la perception. Et selon la perception, ça va créer des ressentis, des émotions à l'intérieur de notre corps qui vont nous conduire à agir ou à ne pas agir. Et il y a aussi ce que j'appelle moi les actions intérieures. Typiquement, je rumine, je juge quelqu'un, je me compare, tout ce qui peut se passer à l'intérieur de notre tête.
Et au résultat, eh bien, tout ça, ce séquencement de pensée, émotion, action, va créer dans ma vie finalement un résultat. Je vois qu'il y a des gens qui prennent en photo, allez-y, surtout, vous pouvez prendre en photo. Et il y a un exercice que je vous proposerai à la fin pour chez vous, donc vous pourrez bien sûr le prendre en photo. D'ailleurs, je ne me rappelais plus que je l'avais mis juste après, donc il est là. Je vous invite à le prendre en photo si vous avez envie d'explorer une situation qui s'est présentée pour vous, qui vous a posé difficulté, que vous aimeriez explorer. Vous avez quelque part un peu le mode d'emploi pour pouvoir aller vous poser des bonnes questions et pour pouvoir comprendre en fait quel est le déroulé et comment est-ce que je peux finalement avoir de la clarté sur ce qui s'est passé pour moi. Parce qu'à partir du moment où on prend conscience de ce qui est automatique et inconscient, on va avoir la matière sur laquelle on va pouvoir travailler. Vous pouvez vous poser la question dans n'importe quel sens. Là, après, on est un peu plus technique sur la construction des lignes. Mais globalement, parfois, il y a certaines personnes qui ont beaucoup plus facilement accès à leurs émotions en premier, de « Ah oui, je me suis sentie comme ça dans cette situation ». Donc, c'est intéressant de commencer par la ligne des émotions. Et il y a des gens qui, au contraire, ou nous-mêmes, sur une autre situation, on a beaucoup plus accès à « Ok, je me suis dit ça », ou au contraire, j'ai agi comme ça, je voulais agir différemment. Donc, l'idée, c'est de se poser au moins ces questions-là, parce qu'elles vont vous permettre de comprendre quel est le séquencement qui s'est passé pour vous. Alors, la question qu'on se pose, c'est d'où est-ce qu'elles viennent, ces pensées-là ? Parce que, ok, c'est bien beau de savoir comment ça se déroule, mais moi, j'aimerais bien savoir d'où elles viennent et si je peux agir dessus. Ces pensées, je vous l'ai dit un petit peu tout à l'heure, elles viennent des mécanismes de survie que l'on a, on l'a pas fait exprès, mais en tout cas que notre cerveau a intégré à l'intérieur que notre cerveau a intégré dans ses systèmes, un peu comme un ordinateur. Il s'est dit, ok, là dans cette situation, là tu es enfant, donc tes parents, ce sont eux qui assurent ta survie. Donc si tu veux continuer à être en vie, et moi, cerveau, ma fonction première, c'est d'assurer ta survie, je vais essayer de comprendre comment ça fonctionne, comment le monde fonctionne, et je vais en fait comme ça faire des programmes que je pourrais te ressortir en automatique tout au long de ta vie. Le docteur Gabor Maté, je vous en reparlerai après, c'est une des personnes, donc il est médecin à l'origine, un médecin classique, et il a beaucoup travaillé sur le traumatisme, et il a, dans ses travaux, vraiment fait le lien entre ce qui s'est passé dans notre enfance, les traumatismes développementaux, et les effets que ça pouvait avoir après à l'âge adulte. Et donc clairement, par exemple, si vous avez du mal à dire non, c'est pas que vous êtes faible, c'est pas que vous avez un problème de volonté ou quoi que ce soit, mais c'est peut-être qu'un jour, dans votre vie, dire non a été perçu comme dangereux. Et donc, à chaque fois que vous avez envie de dire non, votre cerveau, il va être en panique. Et du coup, il va faire tout ce qui est possible pour vous empêcher de dire non et vous faire dire le oui à la place, alors qu'en fait, vous n'avez vraiment pas envie de dire oui. Donc, votre subconscient, il vous protège encore de cette douleur parce que lui, il s'est dit, pour assurer la survie, il faut faire comme ça, donc maintenant je refais comme ça. La mise à jour ne s'est jamais faite. Et c'est important parce que quand on est enfant, évidemment qu'on dépend de nos parents, en tout cas de notre figure d'attachement pour assurer notre survie. Un enfant ne peut pas survivre seul. Mais quand on est adulte, on n'a plus besoin. En fait, on est autonome totalement. Et donc, ce qui signifie qu'aujourd'hui, il y a des mécanismes de survie qui sont toujours présents pour nous, mais qui sont contre-productifs. Clairement, celui-là. Parce qu'à force de ne pas oser dire non, peut-être qu'au bout du bout, on se met réellement en danger. Sauf qu'il va falloir vraiment attendre à un point très loin, très douloureux, pour qu'il y ait un switch qui se fasse. Et on va en parler de comment en fait les switches peuvent se faire. Un exemple justement de ce qui a été intégré enfant et qui aujourd'hui à l'âge adulte porte des conséquences négatives, c'est avec une de mes clientes, Laura, donc la photo est non contractuelle, et Laura en fait en session on a découvert qu'elle avait intégré l'idée que ses besoins, ses émotions étaient des caprices. Et donc, parce qu'elle a entendu ça quand elle était enfant, bien sûr, et donc en fait elle s'est déconnectée d'elle-même au fur et à mesure de son évolution, à tel point qu'elle a choisi un métier qu'elle n'aimait pas, à tel point que quand elle est devenue mère, eh bien, en fait, elle faisait passer les besoins des autres avant les siens et qu'elle n'avait même plus son GPS interne pour lui dire « Ok, là, en fait, tu vas trop loin. Là, c'est pas possible. » Et quand on a déconstruit tout ça, en fait, à un moment donné, donc dans mes accompagnements, évidemment, on se connecte beaucoup aux émotions. Elle n'arrivait pas à se connecter à ses émotions. Et donc, on s'est dit « Ok, intéressant. Pourquoi c'est dangereux ?» Et donc, on a découvert ce lien que son cerveau avait fait entre émotion, besoin,
égale danger. On a reconnecté, évidemment, en reconnectant, elle a pu se reconnecter à ses signaux internes, elle a évidemment décidé de reprendre le contrôle de sa vie et in fine, elle a quitté le job dans lequel elle était pour choisir la voie qui la faisait vibrer. Donc vous voyez qu'on peut vraiment aller loin parce qu'à un moment donné de sa vie, il y a eu un blocage qui s'est noué. Là, c'est un cas un peu extrême, mais quoique, tous les cas de burn-out que j'ai pu, j'ai pu accompagner des personnes soit en pré-burn-out, soit qui étaient sur la reconstruction, en général, il y a toujours des mécanismes qui vont trop loin, qui sont poussés à l'extrême. Et souvent, il y a cette déconnexion de nos émotions, parce que c'est finalement notre GPS interne. Et donc, je vous pose une question. Peut-être que ce n'est pas le cas pour vous, mais est-ce que, globalement, vous avez l'impression d'avoir appris qu'il fallait dire oui? Et si c'est le cas, où est-ce que vous avez appris qu'il fallait dire oui pour être aimé? Et que dire un non, c'est être rejeté? Alors, je ne vous demande pas de répondre, évidemment, mais posez-vous la question, c'est intéressant. Bon, c'est bien beau tout ce que tu nous racontes là, Claire, mais en fait, comment on peut changer tout ça? On va y passer parce qu'on peut agir dessus. Vous allez le voir, on peut agir dessus avec plusieurs méthodes et je vais les passer en revue. Avant ça, c'est important de comprendre pourquoi on peut agir dessus. Donc là, pareil, je vous recite Gabor Maté qui nous dit que nos comportements actuels ne sont pas une condamnation à vie, mais ce sont des adaptations. Parce qu'on s'est adapté à notre environnement quand on était enfant. Et tout ce qui a été appris peut être désappris. Tout ce qui a été construit peut être déconstruit et reconstruit. Lorsque nous changeons notre perception, nous reprogrammons notre cerveau. Et en changeant notre cerveau, nous changeons notre vie. Puisque si, dans le schéma que je vous ai montré, on agit à la racine de ce qu'on pense, ça va changer ce qu'on va ressentir dans une situation et ça va changer la manière dont on va se comporter, dont on va agir. Et ça s'appelle la plasticité neuronale. C'est que on peut, c'est pas parce qu'on est adulte qu'on peut pas aller travailler sur cette matière-là. Et donc on peut reprogrammer, si on continue dans la métaphore informatique, on peut reprogrammer notre subconscient. L'idée avec tout ça, c'est que même si aujourd'hui vous avez des mécanismes automatiques, même s'il y a des schémas que que votre cerveau a construits quand il était enfant pour pouvoir se développer et survivre, vous n'êtes pas cassé ou juste comme ça. Ça peut se changer, se transformer, parce que ce sont des programmes. Et donc, comme je disais, ça se reprogramme. Donc, on va y venir. Comment est-ce qu'on fait pour transformer tout ça? Comment on fait pour transformer nos schémas? Donc il y a plusieurs techniques. La première technique que vous pouvez faire seul, d'une certaine façon, c'est la répétition consciente. C'est-à-dire que vous allez répéter de nouvelles pensées, alors pas n'importe lesquelles, parce que c'est pas la méthode Coué non plus, mais vous allez répéter certaines pensées qui vont permettre de créer un nouveau chemin neuronal dans votre cerveau. Pour que ça fonctionne, il faut quand même que la nouvelle pensée que vous avez envie d'adopter, elle soit ce que j'appelle accessible. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire un grand écart de passer de dire non est un danger à c'est génial de dire oui. Votre cerveau, il va bugger, il ne vous laissera pas faire. Mais à force de répétition, à force de dire peut-être que dire non, où il y a des personnes pour qui dire non n'est pas un danger. Peut-être qu'un jour, je pourrais penser que dire non n'est pas un danger. Et en faisant comme ça ce qu'on appelle une échelle de pensée, on va pouvoir progressivement, mais ça prend beaucoup de temps, essayer de reprogrammer un petit peu nos schémas. Le problème, ce que je disais, c'est que c'est très lent et c'est souvent fastidieux. Et puis, il faut avoir de la conscience sur la pensée qu'on a envie de reprogrammer. Parce que, évidemment, si on ne sait pas ce qu'on veut changer, c'est compliqué. Donc, ça nécessite quand même une certaine connaissance de soi, d'avoir cartographié que certaines pensées déclenchaient toujours les mêmes situations qui ne nous conviennent pas, bien évidemment, et qu'on puisse construire des petites pensées alternatives jusqu'à ce qu'on y arrive. Quand on est accompagné, ça va plus vite quand même, mais on peut déjà faire le travail seul. On va en venir à Brad Pitt. L'autre façon de pouvoir changer ses pensées, c'est le choc émotionnel. Donc ça va être un événement fort, donc soit traumatisme, soit une révélation, un succès majeur, une prise de conscience intense, quelque chose de très fort qui va venir casser un ancien schéma et à mettre un autre à la place. Pourquoi je vous ai mis Brad Pitt? Parce que c'est peut-être un peu désuet maintenant Brad Pitt, mais admettons, je pense qu'on était tous à l'époque où Brad Pitt, c'était Brad Pitt quand même, on est d'accord. Si on nous avait dit que Brad Pitt était un violeur, un tueur d'enfants, d'un coup d'un seul, notre regard sur Brad Pitt aurait totalement changé. Ça, c'est un petit peu le choc. C'est-à-dire que là, en fait, on aurait
eu une aversion pour Brad Pitt, alors que 5 minutes avant, quand on regardait ses photos, on aurait pu se dire « Ah, quand même, c'est cool, quoi ». Et ça, ce choc psychologique fait que ça peut transformer les choses. Donc, le problème, c'est que cette technique, elle est imprévisible, parce qu'on ne va pas décider d'avoir un choc émotionnel, et puis souvent, elle est subie. Donc là, je prends l'exemple de Brad Pitt qui est plutôt rigolo, mais généralement, ça ne va pas forcément nous être utile. Et la dernière technique, les dernières techniques qui sont intéressantes, ce sont la reprogrammation ciblée, où là, on va aller utiliser des techniques qui vont directement aller travailler au niveau du subconscient, donc sans passer par le conscient et la répétition, pour pouvoir aller tout de suite déprogrammer la pensée et l'enchaînement qui a été programmé et reprogrammer quelque chose à la place qui sera plus utile pour nous. Il y a plusieurs techniques pour ça. Donc, il peut y avoir l'EMDR. Donc ça, c'est, vous connaissez peut-être une technique de reprogrammation par mouvement oculaire. Parfois, ça se fait aussi avec en manière kinesthésique. Je vais y arriver. C'est une technique qui est hyper puissante et qui travaille directement au niveau du subconscient, qui travaille hyper bien aussi pour tout ce qui est trauma, parce que pareil, ça, c'est hyper efficace. Il y a la méthode Psyché, donc moi, ça, c'est la méthode que j'utilise. Il y a l'hypnose, certains types d'hypnose sont hyper efficaces pour ça. Il peut y avoir l'EFT aussi. Donc l'EFT, c'est quand on tape sur des endroits spécifiques de notre corps, principalement le visage, avec un protocole spécifique. On peut arriver comme ça à libérer des charges émotionnelles et à reprogrammer le subconscient. Il y a probablement plein d'autres techniques. Elles sont quand même assez confidentielles. Je pense que le MDR, c'est celle peut-être avec l'hypnose qui sont les plus connues. Mais sachez qu'il y a des techniques comme ça. Si vous êtes vraiment face à une difficulté qui est logée au niveau de votre subconscient, vous pouvez aller voir des praticiens qui vont vous aider à faire cette reprogrammation-là, parce que seul, vous ne pourrez pas le faire. Vous ne pourrez pas le faire parce que vous êtes en train de travailler, d'essayer de chanter votre système de sécurité. Donc autant vous dire que votre cerveau, il ne va pas vous laisser faire. Genre oui, vas-y, j'avais tout construit pour assurer ta survie, mais fais tout péter, ne mets rien à la place, c'est génial, ça ne fonctionnera pas. Et c'est pour ça que souvent, on lutte un peu contre soi-même, on n'y arrive pas. Donc ça, ce sont des techniques qui sont donc rapides, parce que parfois 15 minutes, ça suffit pour reprogrammer une croyance, un schéma, et qui sont choisies parce qu'on est vraiment à l'initiative, on est proactif dans la démarche. Je vais quand même ici me focaliser sur la répétition consciente, puisque c'est l'outil que vous pourrez emporter avec vous à la fin de cette conférence-là. Donc c'est important que je puisse mettre le focus dessus pour que vous donniez un mode d'emploi à appliquer dès ce soir ou dès demain si vous voulez. Donc, la première étape, c'est de cartographier ce que vous avez pris en photo tout à l'heure, d'essayer de comprendre dans une situation qu'est-ce qui s'est passé, quelle est la pensée que mon cerveau m'a proposée en automatique, qu'est-ce que ça a créé comme émotion à l'intérieur de moi et quel comportement ça m'a conduit à adopter et in fine, quel résultat ça a créé pour moi. Une fois qu'on a ça, ce qui va être hyper important avant de passer à « je commence à questionner le système de sécurité », ça va être d'accueillir nos émotions. Pourquoi ? Parce que nos émotions, elles ne sont pas là par hasard. Ce sont la traduction physique des messages, des perceptions de notre cerveau. Et donc, si le message de mon cerveau, c'est « en faisant ça, je te protège », c'est important qu'on puisse aller discuter avec lui et d'essayer de comprendre, de se dire « ah ok, là, tu es en train d'essayer de me protéger ». Donc, cette émotion-là que je ressens, je ne vais pas la mettre sous le tapis, je vais au contraire me connecter à elle pour pouvoir comprendre finalement qu'est-ce que tu essayes de me dire en me balançant la honte, en me balançant la peur, en me balançant, la joie, en me balançant la satisfaction. Toutes ces émotions-là nous indiquent quelque chose sur notre mode de fonctionnement. Et donc, c'est important de pouvoir l'accueillir. Accueillir, c'est au moins déjà juste, t'es là dans mon corps, je regarde où tu es, je t'accueille, je te crée l'espace. Souvent, on a l'habitude de fuir nos émotions, donc quand c'est un peu inconfortable, on va se prendre un petit carreau de chocolat, se mater une petite série, scroller sur les réseaux, faire un truc qui va nous vider la tête, ou alors on va réagir sur le coup de nos émotions. Là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir juste, ok, c'est là, je t'accueille, j'essaye de comprendre le message que tu as pour moi. Ensuite, puisqu'on a notre petit schéma, on a accès à notre pensée et on va la questionner.
pourquoi est-ce que je pense ça dans cette situation? Mais vraiment, pourquoi spécifiquement cette pensée-là? Est-ce que c'est vrai? Et si c'était faux? Et quelle autre alternative? Est-ce que je pourrais penser autre chose? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui pensent autre chose? On va pouvoir comme ça aller stretcher un petit peu ce qui vient en automatique pour apporter un petit peu de distance, de nuance. Et ensuite, une fois qu'on a fait cette mise à distance, qu'on s'est dit, ah tiens, il y a peut-être d'autres manières de penser dans cette situation, on a ouvert un peu les chakras, là, on va pouvoir se dire, ok, finalement, si j'avais le pouvoir de penser ce que je veux dans cette situation-là, qu'est-ce que j'aimerais penser qui soit utile pour moi? Et là, ça va nous amener finalement à se dire, peut-être que si je pensais autre chose, ça créerait une autre émotion et ça me permettrait d'agir différemment. On peut aussi le faire à l'envers, c'est-à-dire comment est-ce que j'ai envie d'agir dans cette situation et si je veux agir comme ça, quelle émotion il va falloir que je ressente et donc qu'est-ce qu'il va falloir que je me dise. Donc vous voyez, on va pouvoir vraiment questionner notre pensée automatique, essayer d'en adopter une qu'on va pouvoir ensuite quelque part s'entraîner avec pour la faire que c'est finalement maintenant notre nouvelle façon de penser dans cette situation. Eh bien, ce sera plus notre pensée automatique qui nous dessert, ça va être une nouvelle pensée qui va nous être plus utile. Encore une fois, ça, il faut qu'elle soit accessible. C'est-à-dire qu'il faut que vous y croyiez quand même un peu. Quand on parle de « ok, je ne peux pas dire non dans cette situation », il y a des gens qui savent dire oui dans cette situation, généralement ça, on arrive quand même à le croire. Et bien, ce petit pourcentage d'écart va créer complètement autre chose pour nous. On ne va pas forcément dire oui tout de suite, mais en créant ce petit pourcentage d'écart aujourd'hui, et puis demain, et puis après-demain, et en faisant cette échelle de pensée, eh bien un jour, finalement, on sera en capacité de se dire peut-être que moi aussi, je peux dire non, et ce sera OK. Et on pourra s'entraîner comme ça. Et donc là, l'idée avec cette technique, c'est de pratiquer cette nouvelle pensée dans le calme. Enfin, il faut qu'on soit ancré, bien sûr, pour pouvoir le faire. Il faut qu'elle génère, alors je dis une émotion agréable pour que vous compreniez, mais il faut que ce soit un tout petit pourcentage d'ouverture en plus pour que ça puisse ouvrir, évidemment. Et puis, toutes les techniques de visualisation fonctionnent très bien parce que notre cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et l'imagination. Donc, si dans une situation spécifique, vous vous visualisez en train de penser votre nouvelle pensée, de ressentir votre nouvelle émotion et d'agir différemment, plus vous pratiquez ça, plus ce sera comme si vous l'aviez déjà fait le nombre de fois où vous l'avez visualisé. Donc ça, c'est vraiment des techniques qui sont à la portée de tout le monde et qu'on peut pratiquer entre guillemets gratuitement au quotidien et qui nous permettent de reprendre un petit peu le contrôle de nos schémas automatiques. Par exemple, ça peut être avant, si je me repose, je ne suis pas présente avec mes enfants parce que j'ai la croyance qu'une bonne mère doit passer tout son temps avec ses enfants. Et donc là, je me dis je suis une mauvaise mère. Je vais peut-être me dire, ok, quand je prends soin de moi, je suis plus présente à mes enfants. D'ailleurs, j'ai fait une faute. Où j'ai plus de présence à mes enfants. Et peut-être que ça, on peut le croire. Et on va commencer en fait à travailler à partir de ça pour pouvoir accepter que finalement, en fait, prendre soin de ses besoins, c'est aussi prendre soin de la relation avec ses enfants. Puisque l'objectif final, entre guillemets, est le même. Et petit à petit, on va pouvoir nouer une autre façon de penser de ce qui est une bonne maman ou ce qui est une mauvaise maman. Est-ce que vous voyez un petit peu comment on peut passer d'un premier système à un second système? D'autres exemples concrets, par exemple, si je dis non, je vais décevoir et perdre en crédibilité. Dire non avec clarté me rend plus fiable et respecté. Je dois tout contrôler pour que ça marche. Faire confiance et déléguer libère mon énergie pour ce qui compte. Ça, c'est souvent des personnes qui justement ont du mal à déléguer. Si je ralentis, je vais passer à côté des opportunités. Ralentir me permet de décider avec plus de clarté et d'efficacité, et donc de saisir les bonnes opportunités. Vous voyez bien que selon ce qu'on va se dire, on n'aura pas du tout la même manière d'aborder nos situations, qu'elles soient personnelles ou bien sûr professionnelles. Et donc là, je vais envie de vous inviter à faire une petite pratique, donc de fermer les yeux, de mettre la main sur votre cœur, de respirer profondément et de penser avec intention, j'ai le droit d'avancer à mon rythme et c'est suffisant. Et là, je vais vous demander comment est-ce que vous vous sentez. Est-ce qu'il y a un petit décalage entre la manière dont vous vous sentiez avant
de vous dire cette phrase et maintenant. En général, quand on se dit ça, ça apporte de l'apaisement, ça apporte de la douceur. Okay ? Et donc, c'est vraiment pour que vous puissiez prendre conscience que tout ce qu'on se dit se traduit après derrière dans notre corps. Et que c'est très important de choisir consciemment nos pensées parce qu'elles ont un impact sur notre ressenti et sur notre réalité et nos actions. Mais on va aller un peu encore plus loin parce qu'il n'y a pas que nous, en fait, dans ce travail. Parce que finalement, quand on rebranche, quand on reprogramme notre cerveau, notre système interne, en fait, on change la trajectoire de notre vie, puisque notre façon de penser agit directement sur notre façon d'agir. Ça a aussi un impact sur le monde. Et vous allez comprendre pourquoi. Déjà, parce que quand on est dans une interaction avec les autres, selon la manière dont on se comporte, forcément, ça va avoir de l'impact sur l'autre, puisqu'on va être la réalité, entre guillemets, de l'autre. Mais surtout, parce que nos enfants, ils voient ce qu'on fait, et ils reproduisent tout ce qu'on fait par imitation. Ils n'écoutent pas en réalité ce qu'on fait, ils nous regardent faire. Et donc, on est leur modèle, d'une certaine manière. Leur modèle silencieux, qui façonne leur manière d'être au monde. Et dans toutes les femmes, les mères que j'ai accompagnées, bien souvent, la manière dont elles réagissent automatiquement aujourd'hui avec leurs enfants, c'est parce que soit elles ont vécu quelque chose enfant qui était de cet ordre-là, soit elles ont vu leurs parents le faire. Donc si on travaille sur nos pensées, si on travaille sur nos comportements, si on travaille sur notre propre cerveau, en réalité, in fine, on permet aussi à nos enfants d'arriver avec une autre matière première, et ainsi de suite. Et vous imaginez si tout le monde faisait ça, en fait, le monde entier serait transformé. Donc c'est un petit peu l'histoire du colibri. Chacun peut commencer à mettre sa part et voir l'impact, ne serait-ce que sur les générations de notre propre famille, de tout le travail qu'on peut initier sur notre cerveau et sur notre subconscient. Donc je vais vous rappeler les 3 clés concrètes pour reprendre entre guillemets le contrôle de votre cerveau. La première, c'est d'identifier vos pensées automatiques. C'est vraiment prendre conscience de ces pensées, de ces mécanismes automatiques qui nous desservent, sur lesquels on veut travailler, c'est vraiment la toute première étape. Ensuite, c'est questionner. Questionner, mais avec une curiosité bienveillante. Pourquoi est-ce que ce modèle se déroule pour moi, en fait? Pourquoi est-ce que ce modèle, il est là? Pourquoi est-ce que mon cerveau, par automatisme, me propose de regarder le monde de cette façon-là et pas d'une autre manière? En quoi est-ce qu'il y a d'autres manières de penser? Toujours là, en se posant des questions pour essayer d'élargir un petit peu justement ces perspectives automatiques. Et puis ensuite, si c'est utile pour nous, bien sûr, parce que l'idée, c'est pas de tout reprogrammer, si c'est utile pour nous, si on a envie justement de changer le résultat, les effets que certains mécanismes ont dans nos vies, eh bien, on peut travailler sur la reprogrammation de nos pensées et de nos schémas avec les différentes options que je vous ai présentées. Ce que je vous invite à faire, pour que vous puissiez emporter avec vous quelque chose de cet atelier, que vous puissiez vraiment le mettre en application, on en a parlé tout à l'heure d'ailleurs, de comment en fait utiliser les connaissances que vous avez dans des ateliers, les nouvelles perceptions que vous pouvez avoir, comment en fait les traduire concrètement dans la matière. Parce que bien souvent, on assiste à des conférences, des ateliers, et puis c'était top, etc. Puis après, il ne se passe plus rien. L'idée, c'est là de vraiment pouvoir aller encore plus loin et de se dire, ok, tout ça, je veux l'appliquer. Et donc, je vais commencer par transformer une pensée. Donc, je vais vous inviter, soit maintenant, parce qu'avec tout ce qu'on s'est dit, il y a quelque chose qui a apparu, soit à travailler après, à une pensée que vous avez envie d'ajuster, de modifier, ou bien vous pouvez aussi partir sur un comportement, si c'est plus facile pour vous, et dérouler ce fameux modèle de bas en haut. Donc, pareil, là, je vais vous proposer... Alors là, c'est #vulnérabilité un petit peu plus pour le coup. Je vais vous inviter à scanner le QR code et puis à poser ici une pensée que vous aimeriez transformer dès demain. Vos noms n'apparaissent pas, je vous le redis. Et je le précise aussi, on a tous ces mécanismes-là. De Obama à je ne sais qui, tous les êtres humains, même les personnes qui nous paraissent les plus brillantes, ont tous des mécanismes qui les bloquent, des mécanismes qui les limitent, ont tous grandi dans un certain environnement qui a façonné leur manière de penser le monde et de fonctionner. C'est trop bien que vous l'ayez partagé avec nous tous.
je vous invite vraiment à le noter, à le garder dans vos téléphones pour vous, pour que vous puissiez la transformer chez vous, avec les captures d'écran que vous avez pu faire de comment on cartographie. Alors, si vous avez envie d'aller plus loin, parce qu'il y a beaucoup de matière sur ce sujet, je vous recommande des lectures à l'ancienne, mais ce sont vraiment des fondamentaux qui traitent justement de la reprogrammation du subconscient, du lien entre nos schémas et nos traumatismes. Et quand je dis traumatisme, juste pour la réalité du mot, un traumatisme, c'est vraiment la perception qu'une personne a eue d'un événement où il n'a pas eu les capacités à gérer l'événement. Ce n'est pas l'événement en lui-même. Souvent, on dit « ok, c'est un événement traumatisant, etc. » Mais non, c'est vraiment le traumatisme, il se crée dans notre corps à un moment donné parce que notre système s'est senti en incapacité de gérer l'événement. Okay, et donc un même événement peut être traumatisant ou pas selon les personnes. Et il peut y avoir des petits traumas, comme ce qu'on a pu vivre quand on était enfant mais qui nous paralysent après à l'âge adulte, et des grands traumas, même si j'aime pas ces mots, ça permet que vous puissiez comprendre ce qu'il en est. Donc vous avez, je vous laisse le lire. Je crois que j'avais mis les liens, donc au pire dans la présentation normalement, vous pourrez directement aller les acquérir si vous avez envie. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que tout était clair? Bonsoir. Moi, je me pose la question si, en fait, pour bien comprendre nos propres pensées et décortiquer notre propre mode de fonctionnement, du coup, on est amené aussi à décortiquer les personnes autour de nous ou les personnes avec lesquelles on a grandi pour savoir, comprendre de leur côté. Il faut décortiquer à 2-3 niveaux, non? Non, en fait... la matière première, elle est dans ton cerveau, donc tu n'as pas besoin des autres pour travailler directement sur ta matière première. Là, je vous expliquais pourquoi la matière première était dans votre cerveau et que ça vient souvent de ce qu'on a vécu enfant, mais on n'a pas besoin d'aller en discuter, on n'a pas besoin même de comprendre. Parfois, on ne sait pas quelle association a été faite. On en discutait tout à l'heure. Des fois, on ne sait pas pourquoi. Avec certaines personnes, on ne se sent pas bien. Et il est possible simplement que la personne ait des lunettes rouges et que quand on était enfant, notre professeur avait des lunettes rouges et qui nous terrorisait et qu'à un moment donné, on s'est senti hyper mal. Et donc, notre cerveau a associé lunettes rouges égale danger et donc il va nous replaquer ça. On n'est pas obligé forcément de tout savoir. Par contre, ce qui est important, c'est de comprendre quel est le nœud à dénouer et qu'est-ce qu'on veut mettre à la place. Et donc, c'est bien parce qu'on est autonome en fait dans ce travail-là. Et puis, moi, ce que j'aime bien dire aussi, à la fois pour nous, quand on a des enfants, et puis aussi pour nos parents, c'est qu'on fait toujours du mieux qu'on peut avec la capacité qu'on a et avec les ressources qu'on a. Donc, même si parfois, on a vécu des choses terribles, et quand j'accompagne mes clientes, souvent, il y a des choses terribles qui remontent parce qu'on se déconnecte de soi. Parfois, c'est parce qu'il y a eu des choses terribles qui sont arrivées aussi par mécanisme de protection. Eh ben, en fait, on n'est pas obligé de revivre tout ça, on n'est pas obligé d'en reparler. Simplement, on met le doigt sur ce qui a bloqué, on le débloque et on reconstruit autre chose. Par contre, je rebondis quand même, tu peux, ce qui est intéressant dans ce mode de mécanisme, puisqu'on l'a tous, c'est qu'on peut du coup essayer de mieux comprendre les autres. C'est-à-dire que quand les autres ont aussi des réactions qui parfois nous dépassent, on peut peut-être un peu mieux comprendre, de se dire « Ah ok, c'est peut-être pas contre moi, c'est peut-être juste qu'il est en train lui-même de dérouler son modèle. » Et je prends souvent l'exemple du lave-vaisselle, qui parlera peut-être à pas mal de gens. Le lave-vaisselle, souvent, il y a deux conversations. Il y a la conversation du lave-vaisselle, pourquoi t'as pas rangé le lave-vaisselle, genre ok, le lave-vaisselle il n'est pas rangé. Et puis il y a souvent en dessous le « je ne suis pas importante, je ne me sens pas vue, je ne me sens pas valorisée, je ne me sens pas reconnue ». Et souvent en fait on a juste deux conversations différentes. Et c'est un peu ça qui se passe, c'est que des fois, quand en face l'autre, on se dit « ok, là je capte pas », bah, c'est simplement que la perception et son modèle est différent. Donc ça, on peut, avoir de la curiosité, dire « ah ben ok, mais enfin… » Et pourquoi? Et qu'est-ce qui se passe pour toi? Quel serait pour toi, alors tu as parlé d'un petit outil pour qu'on puisse s'auto-accompagner, mais pour quelqu'un qui n'est pas spécialiste comme toi, donc un manager, un coach, quel serait un petit outil qui pourrait aider l'autre dans ce travail de prise de conscience? Est-ce qu'il faut le faire? Alors, il y a deux questions, mais je vais répondre aux deux. Est-ce qu'il faut le faire? La première, l'outil, en fait, ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est le questionnement puissant. C'est-à-dire qu'on peut révéler, alors on n'est pas obligé d'être,
quand on coach, on a l'autorisation de coacher quelqu'un. Quand on manage, pour qu'on puisse aller vraiment dans du coaching, c'est intéressant de demander l'autorisation parce que on va pas forcément avoir les mêmes conversations et le consentement est quand même important quand on veut aller un peu plus loin. Mais on peut tout à fait aider l'autre à prendre conscience de son séquencement pour qu'il puisse se dire, OK, en fait, finalement, si je veux changer mon mode de mon comportement, ça va être intéressant que je change ma façon de voir la situation, ma perception de la situation à ce moment-là. Soit on le fait en mode vraiment, on peut vraiment l'aider à dérouler le modèle si on a envie, et puis si la relation elle est suffisamment installée, etc. Soit sinon, au travers des questions, on arrive finalement à agir sur le niveau de pensée et à influencer l'autre, là où les techniques managériales plus classiques seraient un peu plus dans le lien hiérarchique finalement, et puis l'obligation ou la contrainte. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc oui, on peut, tout à fait. Il y aurait une limite à faire ça, que tu verrais, ou un endroit où pas aller? Si c'est de la manipulation, enfin tout dépend le cadre dans lequel on le fait, tu vois, et le consentement. Si on le fait pour manipuler, je pense qu'à titre personnel que c'est pas OK. Par contre, en général, la personne, elle peut aussi, tu vois, ça peut ne pas fonctionner. Et puis, pour moi, c'est aussi ce truc de OK, là, je change de casquette. Est-ce que tu m'autorises à changer de casquette? Ça, je trouve que c'est important parce qu'en fait, être coaché contre sa propre volonté, souvent, ça fonctionne pas. Et puis, du coup, ça crée de la défiance dans la relation avec l'autre. Donc, mais en soi, des limites techniques, il n'y en a pas vraiment. Après, voilà, ça peut être par contre la personne qui va se braquer parce qu'elle sent que c'est pas OK pour elle. Pareil, si tu as des choses à ajouter, tu t'hésites pas parce que sur le management, moi, c'est mon expérience de manager avec mon changement de casquette, mais je ne suis pas spécialiste non plus du domaine. Tu en as parlé tout à l'heure. Je l'associe, moi, dans le fait de se répéter pour reprogrammer. C'est un outil aussi qu'on utilise dans les pratiques de la PNL qui s'appelle l'ancrage volontaire. Donc on va s'ancrer volontairement le fait de reprogrammer quelque chose suite à une situation vécue. Donc c'est exactement ce que tu dis. On n'a pas les mêmes mots mais c'est pareil. C'est pareil. Et tu vois, pour peu que le manager soit ouvert d'esprit, si le manager a ses outils et peut l'emmener en fait à l'aider à cartographier et à l'aider à adopter une autre pensée qui va l'aider à dérouler un autre modèle, c'est merveilleux en fait parce que tu es dans une relation de gagnant-gagnant, tu as le même objectif, tu outilles la personne pour qu'elle puisse finalement faire quelque chose que jusque-là elle n'arrivait pas à faire. Et donc je trouve que pour moi, les outils de coaching, quand on est manager, c'est 1000 fois mieux que, en fait, voilà la sanction qui va arriver si tu fais pas ce que je te dis, parce que ça atteint ses limites. Non, je me venait un peu en tête aussi tout le processus de la communication non violente, où on part aussi de l'émotion. On part de l'émotion pour identifier un besoin et pour être conduit petit à petit à demander à notre entourage de se comporter autrement ou d'ajuster ça ou ça. Et voilà, comment faire pour discerner qu'est-ce qui est de l'ordre de ce que je dois moi traiter moi-même, ou alors à quel moment je suis légitime aussi d'en parler à mon entourage, ce qui peut conduire aussi à nous mettre en lien, parce que la vulnérabilité aussi, quand on en parle à son entourage, elle est source de lien, quoi. Absolument. Là, en fait, ça, c'est une boîte à outils. C'est-à-dire qu'on a plusieurs options pour finalement s'apporter ce dont on a besoin. En parler, demander à l'autre, c'est génial. Mais quand l'autre ne veut pas, on se sent démuni. Et du coup, on peut finalement retrouver de l'autonomie, continuer à s'apporter ce dont on a besoin, même quand l'option d'aller en parler aux autres et de demander à l'autre ne fonctionne pas. Donc c'est vraiment pas un outil qui est en concurrence, mais c'est vraiment un outil qui est complémentaire. Et dans la première partie qui est d'identifier OK, quel est mon besoin dans cette situation par rapport à mes émotions, la compréhension de soi, ça clairement c'est la même chose. J'avais fait un épisode de podcast à l'époque sur les langages de l'amour, où justement je parlais dans la première partie des différents langages de l'amour et comment mieux communiquer avec son compagnon ou sa compagne. Mais à un moment donné, les langages de l'amour c'est génial, mais quand l'autre finalement il n'a pas envie de bouger, on se retrouve souvent sans ressources. Et donc dans cet épisode, je partage aussi comment est-ce qu'on fait quand, même si on essaye, même si on veut communiquer avec l'autre, l'autre ne veut pas, comment est-ce qu'on fait pour répondre à son propre besoin. Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, sur Instagram, et si vous avez des questions, vous avez mon Gmail aussi.
Juste parce que je me suis pas du tout présentée, c'est vrai. En fait, moi, comment je suis arrivée au coaching, j'étais juriste pendant une dizaine d'années. J'avais plutôt le truc d'être à fond dans mon boulot. Donc, j'ai vraiment beaucoup donné, beaucoup investi. Puisque j'étais sans enfant à l'époque, ça ne posait aucun problème. Et puis, je suis devenue maman. Et là, en fait, mon mécanisme de surinvestissement s'est reporté dans la maternité. Mais la place était déjà quand même bien prise. Donc, ça a explosé. J'ai frôlé le burn-out parce que je pense que je me suis arrêtée à temps, mais c'était vraiment pas loin. Et à ce moment-là, j'ai découvert justement les outils du coaching. Et j'ai compris, en fait, mes mécanismes. J'ai compris que c'était pas non plus les circonstances d'avoir un job prenant et ambitieux et d'être maman qui me conduisait là. C'était aussi ma manière de réagir avec mon environnement et mon envie de vouloir pousser les limites et de vouloir toujours en faire plus. Et quand j'ai compris ça, en fait, moi, ça m'a tellement changé la vie. Et je me suis aussi dit, punaise, mais c'est vraiment le genre de truc, ça devrait être enseigné à l'école primaire. Et donc, je suis persuadée que si moi, aujourd'hui, je suis dans cette difficulté-là, il y a bon nombre de personnes, et notamment des femmes et des mères, qui vivent les mêmes choses que moi. Et donc, je me suis dit, en fait, je veux aider ces personnes-là. Et j'ai trouvé mon fil rouge, qui était l'aide, parce qu'en fait, quand j'ai été juriste, je voulais vulgariser le droit et je voulais aider, en fait, les gens avec la matière juridique. Et là, simplement, je me tournais vers la matière humaine, qui, en plus, après ma maternité, de donner encore plus de sens pour moi. Donc je me suis reconvertie, j'ai été salariée pendant 5 ans dans une entreprise de coaching. J'ai du coup, parce qu'on était 2 à l'époque, on a structuré l'entreprise ensemble, formé l'équipe des coachs, j'ai été manager et j'ai du coup appliqué... en fait, j'étais d'abord coach avant d'être manager et donc c'est ça qui était génial. Et en plus, pour le coup, je manageais une équipe de coachs. Donc là, pour le coup, le volet, ok, vas-y, coach-moi gratuitement, je kiffe. C'était génial. Et donc, j'ai pu voir aussi la puissance des outils de coaching dans les fonctions managériales. Et à la fin de l'année dernière, je me suis dit, ok, là, quand même, j'ai vraiment envie de retourner à mon cœur de métier d'aider les mamans, parce que dans le programme, on était beaucoup plus de personnes que ça. Et entre-temps, j'ai découvert les techniques qui travaillent sur le subconscient. Et je trouvais très frustrant de ne pas pouvoir, en fait, les intégrer dans nos accompagnement de coaching parce que je sentais que parfois avec le coaching pur j'étais limitée et donc du coup et puis aussi dans dernière raison je m'étais dit aussi en fait je veux montrer à ma fille toutes les possibilités qui existent pour elle. J'ai personne dans mon entourage qui est entrepreneur et donc quand j'ai voulu me lancer c'était très très dur. J'ai mis des mois et des mois et des mois avant de prendre cette décision parce que j'avais peur, parce que j'avais intégré l'idée que le salariat c'était plus sécurisant, parce que voilà tout ce qu'on peut s'imaginer et donc je me suis aussi dit ok je le fais pour moi parce que je veux ce challenge mais je le fais aussi pour elle pour que en fait elle ait cet exemple aussi devant elle et que quand ce sera son tour elle puisse avoir voilà des voies qui soient tracées et donc j'ai monté mon entreprise le 27 décembre 2024 donc depuis le début de l'année et donc j'accompagne principalement des mères pour soit des mères qui n'arrivent pas à jongler avec toutes leurs casquettes mais qui ont un job qu'elles aiment et qu'elles ont envie de continuer à mener, soit des personnes qui ont mis leur carrière justement entre parenthèses pour se concentrer à leur famille, par choix ou parce que parfois, en fait, elles pensaient que c'était la seule option pour elles parce qu'elles n'avaient pas le modèle de comment je fais pour tout concilier. Mais quand les enfants, en fait, arrivent à l'école, elles se sentent vides, elles ont envie de retourner avoir une activité professionnelle, sauf qu'elles ont perdu confiance en elles, elles ne savent absolument pas par quel bout commencer. Et puis, les modèles qu'elles ont pu avoir de travail classique, elles n'arrivent pas à voir comment elles peuvent tout concilier. Donc, dans ces cas-là, je les aide à retrouver leur direction professionnelle. Voilà. Vous savez presque tout sur moi. Bravo, merci. Merci.